Donc je vais commencer très très vite par vous dire un mot de l'Institut de la FSU, parce qu'en général vous ne le connaissez pas et c'est intéressant que vous sachiez de quoi il est question. Après, sur le nouveau management public, je vais vous parler des origines, à la fois de l'étymologie, des origines historiques, et puis des principes avec lesquels il se met en œuvre, à quoi on le reconnaît, et à quoi notamment dans nos vies propres et dans notre travail propre on le subit. Et puis, peut-être plus cet après-midi d'ailleurs, mais un petit peu quand même à la fin de mon intervention, comment on peut lui faire la peau. Parce que c'est pas parce que c'est une espèce de bulldozer qui nous écrase. Parfois les bulldozers sont très fragiles, il suffit d'un grain de sable au bon endroit pour qu'ils soient enrayés. Donc si c'est trop long et que vous en avez marre, vous faites des grands signes. Si vous m'entendez pas, vous faites aussi des signes. Et alors, dans l'idée, plutôt je parle d'abord et après on discute. Je ne suis pas prof de philo pour rien, mais si vous en avez marre et qu'il y a des questions que vous avez envie de poser ou si c'est pas clair, vous manifestez et on discutera tout de suite. Donc un petit mot introductif sur l'Institut de la FSU. Vous êtes pour la plupart ou tous membres de la FSU, d'un de ces syndicats, et vous savez peut-être pas que quand la FSU s'est créée il y a 25 ans, donc elle est née d'une explosion et d'un échec, et quand elle se crée, les copains qui créent cette fédération se disent il faut peut-être quand même qu'on réfléchisse avant d'agir. C'est-à-dire qu'ils ont eu conscience du fait que très souvent ils avaient agi de façon réactive, sans un petit peu le nez dans le guidon, et ils se sont dit il faudrait peut-être qu'on ait un lieu où le temps long de la recherche se conjugue à l'urgence qui est toujours celle de l'action syndicale. Et grâce à un lieu comme ça, peut-être qu'on pourra éviter de foncer sur tous les foulards rouges qu'on secoue devant nous pour nous détourner des vrais problèmes. Et donc ils ont créé l'Institut de recherche de la FSU, qui est un lieu un peu unique, qui est vraiment un lieu de recherche syndicale. Et en soi, c'est presque une contradiction, parce que les chercheurs, notamment les chercheurs universitaires, ils ont besoin d'avoir du temps devant eux, des années, et l'action syndicale, vous savez comment, elle est toujours en train de faire le trac de la prochaine manif, de réagir sous tous les impacts. Et c'est tenir ensemble les deux qui est l'objectif de l'Institut. Alors c'est une petite structure, c'est pas du tout le CNRS ou un lieu luxueux. On est une vingtaine à y travailler. Sur cette vingtaine, la moitié sont retraités. Et sur la dizaine qui reste, on doit être à peu près une dizaine à avoir des décharges, donc à être actifs. Plutôt dans les syndicats enseignants, on est du SNES, SNUPP, SNUEP, SNEP, SNESUP et SNCS. J'invite les copains de Pôle emploi, SNUTER, etc. à venir nous rejoindre parce qu'il nous manque un peu. Alors on travaille avec eux occasionnellement, mais ils ne sont pas présents au quotidien dans l'équipe d'animation de l'Institut. Et donc la dizaine restant, on a des décharges entre 3 et 7 heures pour la plus grande. Moi j'ai 5 heures de décharge. La trésorière, qui est le rôle le plus difficile, en a 7. Et tous les autres en ont 3 ou 4. Donc en tout, nous tous, on fait une décharge et demie, je crois. Donc c'est pas, on dépense pas beaucoup d'heures. Et par ailleurs, on est une association indépendante. On est une association loi 1901. On paye notre loyer à la FSU. On est au Lila comme le siège de la FSU. On paye l'affranchissement de nos lettres, nos photocopies, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on veut faire de la recherche indépendante, c'est-à-dire si on veut être avec la fédération dans une relation vraiment d'entraide, mais aussi de lui dire parfois des choses qui ne lui font pas plaisir, il faut qu'on soit vraiment indépendant aussi matériellement. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire de propagande. Voilà. On est vraiment dans, si la FSU nous dit, vous pouvez réfléchir à la question de la syndicalisation, on dit d'accord, mais les résultats seront les résultats. Et est-ce que vous pouvez réfléchir à la question de pourquoi on a autant de mal à mobiliser les gens sur une grève. Donc sur la grève enseignante, par exemple, on a fait un travail il y a quelques années. On dit ok, mais on ne va pas venir pleurer si ça ne vous plaît pas. Donc pour avoir cette indépendance-là, vous savez comment c'est, il faut avoir l'indépendance matérielle, financière. Donc c'est pour ça qu'on fait des publications, qu'on vend, et c'est grâce à ces ventes qu'on peut avoir invité des chercheurs à venir, organiser des débats, organiser des colloques, et des choses comme ça. Voilà.
Donc on est dans un rapport à la fois de liberté et évidemment de partenariat très profond avec la FSU. Moi je dis souvent que l'Institut, il essaie de proposer une boîte à outils. Des petits livres, des revues, des vidéos, des colloques, des stages, etc., dans laquelle la fédération et les syndicats de la fédération se servent comme ils veulent pour prendre des choses. Voilà. Le but, c'est que ça soit le plus clair et le plus lisible possible. Vous le verrez si vous lisez notamment le petit dernier, là, Pourquoi joindre l'inutile au désagréable. Mon ennemi personnel, c'est le jargon. Je ne supporte pas les gens qui utilisent des mots qui ne veulent rien dire juste pour le plaisir de faire sonner des mots. Donc j'essaye toujours d'être le plus précis et la plus concrète possible. A fortiori sur ce livre-là, comme Bernard vous l'a dit, c'est un livre qui est la suite de Manager ou Servir. Manager ou Servir, il est épuisé. Vous en avez encore, vous, celui-là? Puisque tu disais qu'il était en vente. Non, je veux dire. Ah ouais, d'accord. Parce que celui-là, il est épuisé, et même nous, on n'en a plus du tout. Et c'est donc il est apparu une première fois en 2011, puis en 2015. Et quand on a constaté en 2017 qu'il était épuisé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le réédite encore une fois ou est-ce qu'on écrit autre chose? Et en discutant avec Bernadette et puis avec d'autres copains, moi j'ai avancé l'idée qu'il fallait écrire autre chose, à la fois parce que la situation a évolué et à la fois parce que Manager ou Servir, que vous pouvez le trouver sur le site de l'Institut de la FSU. Vous tapez Institut FSU, vous tombez sur nous, et puis un moteur de recherche, vous tapez Manager ou Servir et vous aurez le PDF en accès libre. C'est un livre intéressant, mais c'est un livre, c'est des chapitres écrits par des chercheurs. Donc vous savez comment c'est, hein, les chercheurs, ils ont justement parfois un peu leur jargon, leur manie, donc c'est pas extrêmement explicite, et surtout ça part pas de l'expérience des personnes. Et comme à partir de ce livre-là, j'ai fait beaucoup de stages, dont plusieurs à Toulouse, moi j'ai voulu écrire un livre où, à l'inverse, je partais de ce que j'avais entendu, et des témoignages des personnes. Et à partir de ces témoignages, je voulais montrer comment le nouveau management public se déployait aujourd'hui dans nos vies. Donc pour en finir sur l'Institut, vous pouvez donc aller sur le site. On a une lettre électronique mensuelle gratuite. Il suffit, en haut à droite, vous avez un truc, une newsletter. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez gratuitement, si vous le souhaitez. Ça vous donne à la fois des infos sur ce qu'on publie, sur nos activités, et à la fois chaque lettre mensuelle a une thématique et fait des liens sur différentes choses. Donc c'est toujours intéressant. On a aussi une revue trimestrielle, et puis vous avez tous les livres que vous pouvez commander si vous souhaitez. Et donc c'est grâce à la vente de nos livres que nous vivons. Donc c'est pour ça qu'on est content quand on nous en achète, évidemment. Alors, le nouveau management public, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est, pour la définition simple, c'est appliquer au service public les modalités de gestion du privé. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance fondamentale dans le libéralisme qui est que le privé fait mieux et plus efficacement et moins cher que le public. C'est vraiment une croyance. C'est globalement pas vrai. Prenez l'exemple du rail, par exemple. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'Angleterre, le rail britannique a été privatisé dans les années 80. Le résultat, c'est par exemple l'équivalent de la carte Navigo. La carte Navigo, pour ceux qui vont à Paris de temps en temps, c'est le pass qu'on a qui nous permet de circuler sur tout bus, train, tram, voilà, de la région parisienne pendant un mois. À Paris, ça coûte 75 € pour un mois. L'équivalent à Londres coûte 4 fois plus cher. Et en plus, il ne permet pas d'aller partout, parce que comme c'est totalement privatisé, il y a certains organismes qui ne font pas partie du lot. De plus, si vous prenez les voies ferrées, c'est un peu c'est en train de se profiler pour nous. Une ligne de train, une grosse ligne de train, c'est très très rentable. Pourquoi est-ce que c'est très très rentable? Parce que c'est desservi par des petites lignes. C'est un peu comme les gros fleuves. Pourquoi il y a beaucoup d'eau dans les gros fleuves? Parce qu'il y a plein de petites rivières et ruisseaux qui arrivent dessus. Si on assèche les rivières et les ruisseaux, le gros fleuve, il n'a plus d'eau. Là, c'est exactement pareil. Les grosses lignes de train, pour l'Angleterre, mettons, Londres, je connais très très mal la géographie anglaise. Bon, bref, on va prendre un exemple français. Paris-Strasbourg, c'est super rentable. Je suis alsacienne d'origine. Donc,
faire un peu de géographie à Messène. Paris-Strasbourg, c'est très rentable. Et donc, si on privatise le chemin de fer, les gens ils vont se jeter sur Paris-Strasbourg, les organismes privés. Et forcément, ils vont acheter Paris-Strasbourg, mais ils vont acheter donc tout l'Est. Et donc, ils vont se dire, Paris-Strasbourg, c'est bien, c'est super rentable, mais Strasbourg-Molsheim, Grendenburg, Heiligenberg, c'est déjà beaucoup moins rentable. Et donc, ils vont fermer les petites lignes. D'abord, ils vont fermer Grendenburg, Heiligenberg, et puis après Heiligenberg, Molsheim, et puis après Molsheim, Strasbourg. Sauf que, si vous fermez Heiligenberg, Grendenburg, Molsheim, est-ce que les gens ils vont prendre leur voiture pour aller jusqu'à Molsheim alors qu'ils habitent au fond de la vallée à 3 quarts d'heure? Pas sûr du tout. Ils vont peut-être déjà prendre la voiture pour aller peut-être à Nancy ou peut-être carrément à Paris. Et si vous fermez après Molsheim, Strasbourg, est-ce que les gens ils vont prendre leur voiture, faire 1h30 de voiture pour aller à Strasbourg, donc plein Est, pour après repartir plein Ouest alors qu'ils en viennent de l'Ouest? Très probablement non. À partir du moment où vous supprimez les petites voies, les petites lignes, vous asséchez l'arrivée sur la grande ligne. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En 15 ans, une ligne ultra rentable est devenue déficitaire. Ils ont tué la poule aux œufs d'or. Et donc, le privé, comme son but c'est de faire des bénéfices, et il ne veut garder que ce qui fait des bénéfices, et en faisant ça, il méconnaît les mécanismes qui font que certaines choses sont bénéficiaires, d'autres ont l'air d'être déficitaires. Peut-être que sur la ligne Grendenburg-Heiligenberg, le matin à 6h, il y a 10 personnes. Mais si on enlève ces lignes-là, il n'y a plus le flux de personnes qui va sur les grandes lignes. Donc quand on nous dit il faut appliquer au public les méthodes de gestion du privé, ça repose sur un préjugé qui est que le privé fonctionne mieux, de façon plus efficace et moins coûteuse que le public, ce qui de plus en plus largement est contesté. Il y a même des études de gens qui sont nos ennemis, l'OCDE par exemple, qui disent de plus en plus il n'est pas certain que la privatisation soit forcément la façon la plus économique de gérer un système. Dans certains endroits, on voit par exemple sur les cantines, quand c'est concédé au privé, on nous dit vous allez voir, ça va être super moins cher. Oui, d'accord, dans un premier temps c'est moins cher, et puis après c'est plus cher, et surtout, entre-temps, c'est dégueulasse. Voilà. Pensez aux EHPAD, enfin, quand on pense que dans ces maisons-là, les personnes âgées, elles mangent pour 1 euro par jour. Pensez aux poubelles, enfin bon, il y a plein ou à l'eau, ou à l'électricité qui vient encore d'augmenter. Donc la quasi-privatisation, la privatisation d'EDF a comme résultat de faire augmenter le coût de l'électricité de 20% en 10 ans. C'est quand même super, quoi, comme effet d'efficacité. Donc on nous dit, il faut... C'est un dogme. Une des choses que je voudrais vous dire, c'est que quand on milite, quand on essaie d'agir contre ça, comme quand on essaie d'agir contre un certain nombre d'autres mesures libérales, on nous dit très souvent, mais vous êtes des croyants, vous êtes des archaïques, vous êtes des idéologues, vous êtes des marxistes, des gauchistes, etc. Et puis, nos chefs, par exemple, d'établissement ou chefs de service, tout ça, ils se drapent dans leur fierté. Ils disent, nous, on est pragmatiques, on prend des mesures techniques, et nous, on veut juste améliorer. On n'est pas dans la politique, on veut juste améliorer des choses. Mais ce discours technique, pragmatique, c'est un discours qui essaie de déqualifier la politique, de discréditer la politique, mais c'est un discours en réalité politique. Parce que, précisément, dire le privé fonctionne mieux que le public et il faut prendre modèle sur lui, c'est un discours totalement idéologique, puisque l'expérience, si on fait des comparaisons, c'est pas du tout évident que ça fonctionne bien. Et, par exemple, aussi, la crise de 2008 a montré que le modèle social français, ce qu'il en reste encore, a servi d'amortisseur et a fait que, globalement, les Français ont moins souffert de la crise que d'autres pays. Pour autant, comme on est dans une idéologie, et que cette idéologie est celle de la lutte de chacun contre tous, et que l'objectif c'est de détruire les collectifs, on va quand même vers ce système, alors même qu'il y a des doutes plus que sérieux sur son efficacité. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ». Le désagréable, vous le connaissez, on va l'explorer un peu, c'est la façon dont ces réformes nous impactent, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comprendre à quel point elles sont inutiles, voire
contre-productives. Si les réformes qui nous sont imposées avaient pour résultat que l'école va super bien et que les enfants ils savent tous super bien lire, écrire, compter, réfléchir, que l'hôpital va super bien et que quand on y va, on passe vite et on est super bien soigné, que Pôle emploi fonctionne super bien et que tous les demandeurs d'emploi trouvent un emploi facilement et rapidement. Bon. Ça serait, si c'était ça l'effet, c'est-à-dire nous on souffre, les agents ils souffrent, mais ça marche super bien, bon, syndicalement on agirait pour essayer que les agents souffrent moins, mais on ne se battrait pas contre un truc efficace. Sauf que là, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est que non seulement ça nous fait souffrir, beaucoup souffrir, terriblement souffrir parfois, mais en plus ça détruit le service rendu au public, ça le dégrade. Donc il y a quand même une espèce de truc à se taper la tête contre les murs, de se dire on sait que ça marche pas et que ça fait souffrir tout le monde, mais on le fait quand même. Alors il y a des motifs évidemment, des arrière-pensées à ça, des arrière-pensées de plusieurs types, des arrière-pensées liées à la lutte entre le public et le privé, et donc à la volonté de privatisation. Et parce que dire le privé marche mieux, ça fait que dans un premier temps, on transforme le public en le gérant comme le privé, et après on dit mais ça marche toujours pas, ça perd de l'argent et ça fonctionne pas bien, et après on finit par privatiser l'essentiel du service. Et puis l'autre truc, c'est que ces modalités de gestion-là, elles ont un effet très important sur les agents, un effet de souffrance, un effet d'isolement, un effet de soumission, et ça c'est un effet qui est voulu par cette organisation. Donc, quels sont les principes du privé qui sont importés dans le nouveau management public et qui président à l'ensemble de l'organisation? C'est des dogmes, des croyances qui ont des effets. Le premier dogme, c'est que l'être humain ne se mobilise que s'il a la perspective d'un gain financier. C'est bien pour ça que vous êtes devenu prof ou agent de Pôle emploi, pour gagner plein d'argent. Donc, encore une fois, c'est un dogme qui est complètement débile. Le nombre de choses qu'on fait dans notre vie et où on donne un maximum d'efforts, non pas pour l'argent, mais par amour, par amitié, par conviction, par intérêt, par sens des valeurs, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour le nouveau management public. Pour lui, on est des espèces de calculatrices. C'est d'ailleurs lié à la conception des neurosciences, qui est très en vogue aussi actuellement, qui considère qu'un enfant, un élève, c'est un cerveau. Et nous, on est une calculatrice. Donc, cerveau et calculatrice, ça peut s'entendre. Toute la dimension émotive, affective, éthique est gommée par le néolibéralisme. Donc, rappelez-vous, nous ne travaillons que dans la perspective d'un gain financier. Et la deuxième chose, qui est une croyance tout aussi erronée et battue en brèche par les sciences sociales, c'est que si on veut améliorer un système, si on veut améliorer un service, si on veut améliorer la façon de travailler des gens, il faut les mettre en concurrence. C'est de la concurrence que naît la qualité. Alors, l'expérience a montré, je ne sais pas, pensez à Orange, pensez à Renault, que effectivement, quand on met les gens dans une concurrence permanente, ils vont plutôt se suicider que donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc là encore une fois, les derniers travaux des anthropologues contemporains montrent plutôt que la solidarité, l'entraide, le collectif sont beaucoup plus performants, même si on se met dans ce vocabulaire de performance, et que la mise en concurrence a plutôt tendance à faire peur, à faire souffrir, à inhiber le développement. Vous, je ne sais pas, mais moi, quand je travaille dans une bonne ambiance, je m'épanouis, et quand c'est une mauvaise ambiance et que tout le monde me surveille, je vais plutôt pas essayer grand-chose. Mais, encore une fois, on est dans des dogmes. Donc il y a ces deux dogmes-là qui sont très très importants. Un petit mot sur le management. Pourquoi je garde ce terme ? C'est un terme moche, un terme anglo-saxon. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et le nouveau management public, et notre ministre de l'Éducation en est un formidable représentant, utilise des mots en les vidant de leur sens. Il prend un mot, il enlève tout ce qu'il y a dedans, un joli mot, et il lui fait dire complètement autre chose. Vous avez un exemple ? Confiance, absolument. Le beau mot de confiance, qui est un mot qui pour nous a un sens, qui
dans les liens enseignant-élève un sens très important. Voilà. Donc, l'école de la confiance. Mais les copains de Pôle emploi ont connu, je crois, le nouveau Paris de la confiance. Voilà. Donc il n'a rien inventé, donc il a piqué à son copain Basler et ça donnait le même effet. Donc le mot confiance, c'est assez effroyable ce qu'ils font au mot, indépendamment de ce qu'ils font aux gens. Mais ce qu'ils font au mot, c'est affreux, quoi. C'est un génocide linguistique. Ils prennent des mots et ils les torturent et leur font dire autre chose. Et ça, c'est une constante du nouveau management. On en a vu passer beaucoup des mots comme ça. Le mot réforme. Réformer, après tout, pourquoi pas transformer les choses de façon profonde, sans violence. On n'est pas forcément contre. Mais le mot réforme, ce n'est plus jamais des réformes. Ce sont toujours des destructions, que ce soit la réforme bancaire, que ce soit la réforme de la fonction publique. C'est toujours des entreprises de destruction. Le mot outil. Un outil, un petit outil. Ce n'est rien, c'est un outil. Un outil, c'est neutre, effectivement. Si vous avez un couteau, vous pouvez avec couper votre pomme, vous pouvez aussi tuer votre adversaire. Donc, un outil, c'est neutre, mais l'usage qu'on en fait, lui, n'est pas neutre. Donc, l'usage du mot et le fait de mettre des jolis mots pour dire des horreurs, c'est une constante du management. Et donc, j'ai gardé ce mot-là, qui est moche, pour éviter qu'on... Voilà. Il y a des collègues qui travaillent sur les mêmes notions, qui utilisent le mot de gouvernance ou le mot de pilotage. C'est presque pareil. Mais après tout, le mot de gouvernance, par exemple, c'est presque un mot sympathique. On a presque l'impression qu'on est dans un bateau et que tous ensemble, on se dirige. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc je préfère garder un mot qui a un effet de contrariété par Salander, parce que cette contrariété, c'est un symptôme de quelque chose qui va mal. La deuxième chose, c'est que le mot management, comme il est anglo-saxon, il pointe son origine, et notamment les politiques menées par Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, donc Premier ministre de la Grande-Bretagne entre 1975 et 1990, a mis en œuvre ces politiques-là. Elle a commencé, puis ça a été malheureusement prolongé par tous ses successeurs, y compris Tony Blair, donc qui a été... de 97 à 2007, je crois, Premier ministre. Donc, il n'y a pas de... la façon dont ça s'est appliqué en Grande-Bretagne et ce qu'on sait de ses effets sur le rail, sur les hôpitaux, sur l'éducation, ça peut quand même nous servir d'avertissement. On y reviendra un petit peu, hein, j'en parlerai de ces effets. Et puis, la troisième raison, c'est qu'en retravaillant ce thème pour mon bouquin, j'ai recherché plus précisément l'étymologie du mot management. Et j'ai trouvé que, certes, c'est un mot anglo-saxon, mais c'est un mot anglo-saxon qui vient du français. Et notamment du français manager, qui est utilisé au XVe siècle, et qui voulait dire faire tourner un cheval dans un manège pour le dresser. Vous avez un jeune cheval, un peu, pas débourré, et vous voulez qu'il puisse servir au travail, qu'il puisse... voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites pour le dresser ? Vous le mettez au bout d'une longe, et puis, dans un manège, vous le faites tourner en rond, en lui tapant sur les fesses s'il n'a pas la bonne allure, et éventuellement en le récompensant s'il fait ce qu'il faut. Et le but, c'est vraiment de le soumettre. Vous lui faites faire des 8, vous lui faites faire des allers-retours, trot, galop, etc. Donc, c'est vraiment manager le cheval, lui faire subir un management, c'est lui apprendre la soumission. Et lui apprendre à faire ce qu'il doit faire, comme il doit le faire, comme on veut qu'il le fasse, au moment où on le veut, de la façon dont on le veut, indépendamment de tout intérêt. Il n'y a aucune finalité productive. Le cheval qu'on dresse dans le manège, il ne laboure pas, il ne transporte pas des charges. La finalité réelle, c'est vraiment la soumission. Ça m'a un peu titillé l'esprit. Je n'ai pas pu m'empêcher de me voir par moments comme ce cheval qui tourne, en train de faire ce qu'on lui dit de faire, alors même que ce qu'il fait n'a aucun sens. Parfois, quand je remplis des trucs sur Pronote, parfois, quand je réponds à des questions de mon chef d'établissement, je me dis, mais quel sens ça a ? Est-ce que je ne suis pas juste en train de nourrir la machine, de nourrir la machine à soumission ? Ce terme manager, il vient du latin, et il vient de manus, qui veut dire main. Donc,
le manager, le management, ça veut dire que quelqu'un a la main sur nous. C'est la même racine que maniement, mais aussi que manipulation. Dans le management, vous êtes toujours avec une main sur l'échine qui vous dit tu fais ça, tu fais pas ça, tu vas là, tu vas pas là, pas trop vite, pas trop lentement. Voilà. Donc cette idée qu'on a une main qui nous écrase un peu le dos et que si on veut s'en libérer, il faut secouer cette main et nous reprendre la main sur notre activité, sur notre métier, c'est aussi une idée que je trouve intéressante. Ça a été enrichi par une collègue que j'ai rencontrée dans un stage à Clermont-Ferrand il y a 3 semaines, qui fait beaucoup de cheval, et qui m'a dit, tu sais, le cheval, il tourne, mais parce qu'il a peur de toi, parce qu'il te voit de côté. Mais dès qu'il fait un pas et qu'il se met face à toi, c'est fini. S'il est face à toi et il te regarde, il dit, pourquoi j'obéis à ce petit machin, quoi. Et je me dis que nous aussi, si on arrête de tourner et qu'on se met tous ensemble face au dresseur, on va dire, mais pourquoi on obéit à ce truc-là, alors que tous ensemble, on est tellement forts et tellement nombreux. Donc, cette idée-là aussi qu'on peut arrêter de tourner, qu'on peut arrêter qu'en fait, celui qui nous domine n'est pas forcément ni si fort ni si grand. Et puis, il y a dans mon travail sur l'étymologie et sur l'usage, en remontant, j'ai trouvé un livre qui racontait les premières occurrences du mot management en anglais. Et c'est vachement intéressant. Je vous récupère mon petit livre à moi. Alors, il y a deux occurrences qui sont intéressantes. La toute première, c'est la première occurrence du mot management en anglais. Donc, c'est en Angleterre. Et c'est... je vais retrouver. Non, mais je vais retrouver. J'ai mis un signe normalement. C'est là. Voilà, c'est là. Donc c'est excusez-moi pour ce petit délai. En 1797, Jeremy Bentham, qui est un philosophe, mais qui est aussi Bentham. Vous savez, au XVIIIe siècle, les gens ils avaient plusieurs occupations, ils étaient moins spécialisés que nous ne le sommes aujourd'hui. Et donc Bentham était d'une part philosophe, un des fondateurs de l'utilitarisme, mais il était aussi architecte. C'est lui qui a créé le panoptique. Vous savez, le panoptique, c'est une structure architecturale. Panoptique, ça veut dire voir partout, ou voir tout le monde. Et donc vous avez une tour centrale où vous pouvez voir de tous les côtés sans être vu. Et autour de cette tour centrale, vous avez une construction en cylindre. Et dans cette construction en cylindre, ça peut être une prison, ça peut être un asile, ça peut être un hôpital. Vous avez des cellules qui sont un peu en tranche de camembert et devant, elles sont vitrées. Ça veut dire qu'en fait, les occupants des cellules ne peuvent voir que le milieu, ne peuvent pas se voir entre eux, et que celui qui est dans la tour centrale, lui, il peut surveiller en même temps l'ensemble des occupants de toutes les cellules. Donc c'est un modèle de rationalisation de l'activité de surveillance, et plusieurs prisons ont été construites sur ce modèle, notamment à Paris, la prison de la Petite Roquette, qui est une prison de femmes, puis une prison d'enfants, qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été détruite après, qui a donné son nom à la rue de la Roquette. Il y a encore des modèles de prisons comme ça en Pennsylvanie, enfin dans plusieurs pays du monde. Et donc Bentham, qui était dans cette démarche de rationalisation de l'habitat lié à un objectif, on l'a chargé d'élaborer un village pour les pauvres. Et donc, j'avais regardé le plan, c'est toujours dans une idée de rationalisation, d'efficacité, tout ça. Et donc, Bentham, il produit les plans de ce village et il produit le mode d'emploi. Et le livre s'appelle Pour, je suis nulle en anglais, donc pour, les profs d'anglais corrigeront, P-O-O-R, pour management, le management des pauvres. Et donc, je vous lis ce qu'il en dit. Dans ces maisons de pauvres, toutes les activités devraient être dirigées et aucune fraction de temps ne devrait être tournée exclusivement vers le seul objectif du confort ou du loisir. Un gain pécuniaire peut éventuellement être attendu de cette mise au travail intensive, mais celle-ci vise avant tout la santé, la moralité et la discipline. Alors j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ce qu'il dit, alors
savez bien hein, que les classes laborieuses sont des classes dangereuses et qu'il faut les occuper parce que sinon elles boivent et elles font des bêtises. Mais ça, je le savais. Mais l'idée que le management est lié à ça. C'est-à-dire que l'objectif même du management, c'est une occupation constante des pauvres pour qu'ils ne se mettent pas à, par hasard, réfléchir, par exemple. C'est une chose que j'avais moins à l'idée. C'est confirmé par la deuxième occurrence importante du mot management, un siècle plus tard, à peu près, hein, en 1880, dans un texte américain cette fois. Et donc c'est un texte de Amos Kellogg, et le livre s'appelle The New Education, School Management. Donc c'est limpide, hein, c'est le premier texte sur l'éducation qui s'appelle le management scolaire ou le management de l'éducation. Et je vous lis ce qu'écrit Kellogg. L'art de la gestion écolière consiste principalement à occuper suffisamment et convenablement. Du travail doit être donné. Si le bon ordre n'est pas obtenu, donnez-en davantage. L'organisation de l'école est un ensemble d'arrangements conçus pour garantir un emploi constant, une instruction efficace et un contrôle moral. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté emploi constant, occupation constante. Une des choses qui m'a frappée depuis 1 an, à peu près, 2 ans que je circule, et que les collègues témoignent, c'est que presque tous disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis si fatiguée ? Et pourquoi je n'ai plus jamais le temps de rien faire ? Et pourquoi, alors que j'ai 54 ans dans mon cas, 35 ans, 40 ans, pourquoi avant j'y arrivais et maintenant j'y arrive plus ? Et pourquoi j'ai vraiment l'impression, quand je me couche, de ne pas avoir fait tout ce que je devais faire, de ne pas avoir bien fait ce que je voulais faire, et d'être tout le temps en train de courir après le temps, justement. Ça, c'est une dimension que je n'avais pas perçue auparavant. Quand on avait travaillé sur manager ou servir, on n'avait pas du tout mis ça en relief. Je pense que c'est à force de l'entendre que j'ai été obligée de prendre ça vraiment comme un fait, pas comme... Même moi, je me disais, ouais, c'est parce que je l'ai dit, donc je fatigue, donc j'ai plus de mal. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais quand même, tous les gens que je croise, ils ont des âges variés, ils n'ont pas la même vie que moi. Pourquoi est-ce que tous disent que, alors qu'à 35 ans, par exemple, c'est plutôt la bonne période, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille, normalement on commence à récolter un peu les fruits, on a moins de choses à préparer, moins de choses à penser. Et en fait, non. Les collègues disent qu'ils sont encore plus fatigués, encore plus surmenés qu'avant. C'était pas comme, je vous promets, hein, les jeunes, c'était pas comme ça avant. Pas du tout pour dire que c'est mieux avant, mais c'est pour vous dire qu'il y a un vrai changement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est constamment surchargé de travail ? Que cette surcharge de travail provoque une fatigue, qui est une fatigue pas tellement du travail qu'on fait, mais une fatigue du travail qu'on n'arrive pas à faire. Une fatigue liée au travail empêché, ou au travail mal fait, ou au sentiment que tout ça n'a pas de sens. Et pourquoi ça ? J'émets l'hypothèse que c'est le but premier du nouveau management. Le but premier du nouveau management, c'est pas comme il le dit, d'être efficace, d'améliorer l'efficience, le ratio coût-efficacité, etc., etc. Pour moi, le but premier du nouveau management, c'est de nous soumettre. La main sur l'échine, nous faire marcher, nous faire tourner en rond. Et pour nous soumettre, plusieurs modalités. La première, c'est faire qu'on n'ait plus jamais le temps de rien faire. Si on n'a plus le temps de respirer, si on n'a plus le temps de se réunir, si on n'a plus le temps de lire, si on n'a plus le temps de s'informer, si on se couche épuisé et qu'on se réveille stressé, on va être beaucoup plus soumis que si on a un travail qui s'arrête à un moment donné et qu'on peut prendre le temps de se poser, de réfléchir. La deuxième façon de nous soumettre, c'est de nous isoler, de casser les collectifs. Ensemble, on est fort, tout seul, on l'est beaucoup moins. Pour que le cheval se retourne et dise « stop, ça suffit maintenant », il faut qu'il ait conscience de sa force. Cette conscience de sa force est liée au collectif. Je finis en lisant un petit passage de Nietzsche, donc le philosophe allemand, qui en 1881 écrit dans Aurore une analyse qui me semble éclairer le sens du nouveau management et son rapport au temps et au travail. Au fond, écrit Nietzsche, on sent aujourd'hui, à la vue du travail, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride
et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, du désir et le goût de l'indépendance. Je trouve ça fait partie des textes de Nietzsche tout à fait éclairants. Le travail peut être un facteur d'émancipation. Quand on fait un travail qu'on aime, on développe son pouvoir d'agir, on développe ses capacités. Et il peut aussi être un facteur d'aliénation, notamment quand on est privé du pouvoir d'agir sur ses finalités, sur ses fins. Quand on nous dit « fais ça, ça et ça ». Quand le ministre Blanquer envoie aux professeurs des écoles un petit fascicule où il leur dit « c'est comme ça qu'il faut apprendre à lire », en ne tenant pas du tout compte de l'expérience que les collègues ont, de tout ce qu'ils ont accumulé comme savoir et tout ce qu'ils savent faire, eux, avec des classes, ils les considèrent justement comme des gens qui doivent appliquer les protocoles, et non plus des gens qui sont responsables de la finalité et de l'organisation de leur travail. L'aliénation, c'est ça. C'est quand on fait de vous un rouage, quand on fait de vous un exécutant. Donc, le nouveau management public utilise l'isolement, la concurrence, la privation de temps pour soumettre les agents. Quel est un de ses moyens d'action principaux, ou une de ses obsessions principales? Alors, c'est quelque chose que vous allez reconnaître tout de suite. Le symptôme le plus spectaculaire du nouveau management, c'est l'obsession de l'évaluation. Vincent Golejac, il appelle ça la quantophrénie, la maladie de la mesure. Et il dit, on mesure comme on se gratte. C'est pas que ça sert à quelque chose, mais on a besoin de mesurer. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on évalue. Nous, ceux d'entre vous qui sont enseignants, par exemple, on évalue nos élèves, bien sûr. Mais l'évaluation, c'est pas une évaluation, en tout cas ça ne devrait pas, c'est pas une évaluation de sanction, c'est pas une évaluation qui dit tu es identifié à ça. C'est une évaluation qui dit pour le moment t'en es là, on va essayer d'aller plus loin. Avec cette évaluation, on a vu que ça allait bien et que ça allait pas, et puis on va essayer de progresser. Mettre des valeurs, l'évaluation c'est mettre de la valeur. Donc la question c'est est-ce qu'on met de la valeur comme quand on fait un dessin par exemple, là on met des valeurs du sombre, du clair, pour rendre les choses lisibles. En théorie, l'évaluation d'un élève, c'est plutôt comme ça que ça devrait fonctionner. Ou est-ce que l'évaluation, c'est mettre de la valeur au sens de donner une valeur marchande? Et évidemment, dans le nouveau management public, comme on est obsédé par l'idée et de la rentabilité et que chacun d'entre nous poursuit un objectif pécuniaire, c'est évidemment la question de la valeur marchande qui va être centrale. Alors il y a dans cette obsession évaluative, d'une part, et dans l'idée que c'est la mise en concurrence qui fait que les gens se surpassent, et dans l'autre idée qui est que ce n'est que le gain financier qui fait que les êtres humains se mobilisent et donnent le meilleur d'eux-mêmes, tout ça ensemble, ces trois idées ensemble, ça va faire un bébé monstrueux qui est le salaire au mérite. Je vous donne un exemple. Alors c'est un exemple qu'on a traité il y a quelques années, que je reprends rapidement dans le livre, mais qui est traité plus largement dans un livre qui lui aussi est épuisé, qu'on a publié en 2007, qui s'appelle « Payer les profs au mérite », point d'interrogation, leçon des expériences anglo-saxonnes. Vous le trouvez lui aussi en libre accès sur notre site. Vous tapez « Payer les profs au mérite » et vous le trouvez. C'est un livre qui reste intéressant. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, il reste des trucs vraiment bien. Je vais partir d'un exemple qui est le travail qu'on a fait avec un syndicaliste québécois, et donc dans les années 2005. Et donc le copain, il nous dit, nous, je vous fais pas avec l'accent, même si ça serait beaucoup plus rigolo, parce que vraiment c'est un délice, mais je veux pas, je suis pas très bonne en imitation. Mais bon. Donc il nous dit, nous, on avait un problème, c'est que plus personne voulait devenir enseignant. On lui dit, à l'époque, on lui disait, ah ouais, c'est marrant ton truc, pourquoi? Il dit, parce que c'est mal payé et très difficile. Donc, l'analyse est devenue un peu plus actuelle. Donc, actuellement, effectivement, vous avez vu, il y a une chute de candidatures à tous les concours d'enseignement, que ce soit aux professeurs des écoles ou pour le second degré. Bon, mon plus jeune fils, il voulait être prof de maths. Et donc, il a fait des études de maths. Et puis, l'année dernière, il me dit, maman, finalement, j'ai dit, tu veux plus être prof de maths? Il dit, je te vois, tu bosses tout le temps,
et puis tu rentres, t'es super crevé, et puis pendant les vacances, tu lis, tu travailles, tu prépares des trucs, et puis t'as des copies, et puis j'ai vu combien t'étais payé, quoi. Ben oui. Il dit, tu sais, avec une master de maths, je peux devenir ingénieur ou statisticien. Je dis, oui, je sais bien. Mais... Et donc, après mûre réflexion, cet enfant a décidé de faire autre chose qu'enseignant. Voilà, les enfants, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, et c'est très bien comme ça. Si je demandais à cet enfant, ce grand enfant, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que tu aies envie d'être prof ? Parce que par ailleurs, c'est un truc qu'il aime. Il aime expliquer, il aime être en contact, il aime les liens sociaux, tout ça. Il dirait, mais on peut même demander, ceux qui ont un site, vous demandez à un enfant de 10 ans, prenez un métier mal payé, difficile. Plus personne ne veut faire ce métier. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de nouveau des gens qui ont envie de le faire ? L'enfant de 10 ans, il vous dit, on paye davantage et on fait que ça soit moins difficile à faire. Mais cette simple logique n'est pas celle de nos dirigeants, ni celle des dirigeants québécois. Pourquoi ? Parce que leur but, c'est à la fois de rendre à nouveau les concours d'enseignement attractifs et que les meilleurs étudiants passent ces concours, mais dans le même temps, il n'est pas question que ça coûte plus cher. Donc comment on fait ? C'est un peu la quadrature du cercle. Alors ils ont eu une super idée. Puisque les êtres humains ne se mettent en mouvement que dans la perspective d'un gain financier et ils donnent le maximum d'eux-mêmes s'ils sont mis en concurrence, ils ont eu une super idée, ils ont dit, eh bien, on va promettre aux 10% les meilleurs de gagner 30% de plus. Comme c'est que 10%, en termes de somme, c'est pas énorme. Et c'est compensé par le fait que le salaire des autres, pendant 10 ans, il n'augmente pas du tout. Donc ça marche très bien. 30% de salaire en plus, nous tous, on calcule, on dit « Ah ouais, ça serait bien ». C'est à peu près ce qu'il faut pour que nos salaires deviennent des bons salaires. Donc, c'est effectivement une somme suffisante pour que ça ait un effet attractif. Et donc, ils ont annoncé aux étudiants susceptibles de passer les concours qu'ils gagneraient, s'ils sont dans les 10% les meilleurs, 30% de salaire en plus. Effet immédiat, il y a 25% de plus d'étudiants, et parmi ceux-là, de très bons étudiants qui passent et réussissent les concours. C'est normal. Les très bons étudiants, ils se disent toujours, je suis très bon étudiant, je serai dans les très bons, pas de souci, je serai dans les 10%. Après, c'est là que les difficultés commencent. Comment on fait pour évaluer les 10% meilleurs, plus méritants, meilleurs profs dans un établissement, par exemple ? Par exemple, un collège de 30 profs, ça en fait 3. Une école de 10 instits, ça en fait 1. Comment on fait pour savoir lequel est dans les 10%? D'abord, il faut l'évaluer sur l'année immédiate. C'est la performance immédiate. Qu'est-ce que vous faites dans la tête des enfants que vos collègues ne font pas? Donc, l'évaluation est faite en novembre, et après, les 30% de salaire en plus sont versés de décembre à juin, un truc comme ça. Donc, il faut évaluer en novembre en quoi vous êtes les meilleurs des meilleurs. Moi, je suis prof de philo. Franchement, en novembre, les élèves, ils commencent la philo en terminale, donc je les ai en septembre. Comment peut-on évaluer en novembre en quoi je suis le meilleur prof que mes collègues? On ne peut pas aller dans la tête de mes élèves, on ne peut pas visualiser s'il y a des préjugés en train de se dissoudre ou des raisonnements en train de se construire, c'est pas possible. Donc, on dit à notre collègue québécois, David, on lui dit, mais franchement, comment c'est possible? Comment on peut mesurer de façon fine, immédiate et assez précisément chiffrée pour qu'un classement soit possible, la performance, la plus-value d'un enseignant? On a tous des notes, mais moi, par exemple, je suis en relativement fin de carrière, j'ai 20. Mais on est plein à avoir 20 dans mon lycée. On doit être, c'est une histoire d'âge, quoi, quand on a progressé normalement et qu'on a été inspecté un nombre de fois suffisant. Et voilà, on a tous 20, passé 50 ans quasiment. Donc on ne peut pas être classé. Donc c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas un truc à l'ancienneté, un truc par les pairs, etc. Donc on lui dit, comment ça a été fait? Il dit, alors il est un peu gêné parce que chez eux, les syndicats ont, je vais dire collaboré, le terme est un peu fort, mais ont cru que c'était une bonne idée. Parce qu'ils se sont dit, quand même, c'est bénéfique qu'il y en ait qui gagnent plus. On ne va pas s'opposer au fait que certains gagnent plus.
Alors ça, c'est un argument que vous allez entendre plein de fois. Donc, je vous le dis, c'est un mauvais argument. C'est vraiment, méfiez-vous de ça. Et l'autre argument, c'est que chacun de nous, à un moment donné, on se dit, c'est quand même pas mal le salaire au mérite, quoi. Parce que moi, je bosse comme un fou, et Madame Machin, qui a 56 ans, qui arrive 10 minutes en retard, qui part 10 minutes en avance et qui fait le même cours depuis 35 ans, elle gagne plus que moi parce que juste elle est plus vieille, quoi. Et à l'ancienneté, elle a avancé plus vite que moi. Donc il y a toujours un moment où on se dit, en regardant les 2 ou 3 paresseux ou farfelus de notre établissement, ça serait quand même normal que mon travail à moi, il soit reconnu plus que d'autres. Ça, c'est le piège. On croit que le salaire au mérite va reconnaître le travail que nous faisons, reconnaître l'investissement que nous faisons. Mais c'est pas du tout ça. Vous allez voir que c'est pas du tout ça. Et qu'il va discriminer les quelques-uns, peu nombreux, on l'évalue à 3%, peut-être 5%, mettons les 5%, ce qui reste très peu, d'enseignants qui ne s'investissent pas dans leur travail et qui tirent au flanc. Donc, on a toujours un moment, et c'est ce qu'ont cru aussi les copains québécois, où on se dit, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de faire la différence et de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Sauf que, puisqu'on ne peut pas aller dans la tête de mes élèves pour voir ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure ce qui est mesurable. Donc, David, dis-nous, qu'est-ce qui a été mesuré ? Ce qui est mesurable, ce qui est chiffrable, ce qu'on peut compter. C'est un peu con ce qu'on peut compter. Donc, qu'est-ce qu'on peut compter ? Le nombre de devoirs donnés aux élèves, corrigés et rendus aux élèves. Le nombre de réunions et de rencontres avec les parents. Le nombre de formations qu'on aura suivies. Le nombre de projets sur lesquels on aura écrit, de projets qu'on aura écrits, de rapports qu'on aura faits. Je ne sais plus. Et puis, l'évaluation des élèves. Donc, quand même, un truc d'évaluation des élèves. Donc, on lui dit, mais quel type d'évaluation ? Il dit, il faut que ce soit une évaluation immédiate, et il faut surtout que ce soit une évaluation simple. Parce que t'imagines, s'il faut évaluer tous les profs, faut que ça puisse être relevé de façon algorithmique rapide. Donc, genre QCM, il dit, ouais, genre QCM, ouais. Donc, d'accord, comment on évalue mon travail de prof de philo par QCM en novembre ? On peut, Qui a écrit le discours de la méthode ? En quelle année Kant a écrit la critique de la raison pure ? Et quel est le prénom de Bergson ? On peut faire ça. Est-ce que ça donne la moindre idée du niveau en philo de mes élèves ? Et est-ce que ça donne la moindre idée de ma performance, plus-value, de mon apport de prof ? Bien sûr que non. Mais comme on ne peut pas évaluer l'essentiel pour moi, c'est est-ce que, à la fin de l'année, j'aurais fait entrer mes élèves dans la réflexion philosophique, dans la lutte contre les préjugés, dans la capacité de construire des argumentations, dans une démarche aussi de citoyen, d'autonomie, etc. Mais ça se mesure pas très très facilement, et en tout cas pas par QCM. Donc comme ça se mesure pas. Ce qui va être pris en compte, c'est ce type de questions-là. Et évidemment, les évaluations des élèves, quand on se met à évaluer systématiquement des élèves à un niveau donné, en CP, en CE1, en 6e, en seconde, c'est super facile de corréler ces évaluations aux enseignants qu'ils ont. Donc, on n'est quand même pas très loin de ça. On nous dit c'est pour évaluer le système, c'est pour détecter les faiblesses des élèves. Moi, je veux bien que ce soit pour détecter les faiblesses des élèves. Mais pourquoi, dans ce cas-là, dans certains cas, les profs n'ont même pas accès à ces évaluations ? Il y a probablement une anguille sous la roche. Donc, les évaluations qui ont pour but de produire une note du type 15,7 et un classement qui fait que le premier il a 15,8, le deuxième 15,7, le troisième 15,6 et que celui qui a 15,5, il est payé 30% de moins que les 3 autres. Donc, il faut produire ça. Ces évaluations-là sont forcément des évaluations qui ne mesurent que ce qui est mesurable, que les choses chiffrées. On a le même problème dans le domaine de la recherche. Comment on évalue le travail d'un chercheur ? Jusqu'à présent, les chercheurs, ils se co-évaluaient entre pairs. Une équipe de chercheurs regardait le travail des autres et disait si ça leur semblait de bonne qualité ou pas. Comme ça a semblé trop qualitatif et pas assez quantitatif, on a introduit ce qu'on appelle l'indice H.
L'indissage, c'est un truc de fou. Hein. C'est le nombre de mentions d'un chercheur qu'on a sur les réseaux sociaux. Le nombre d'articles qu'il a publiés, indépendamment du fait que ces articles soient dans des revues qui ont un comité scientifique, par exemple. Et ce qui fait c'est un exemple tout simple. Hein. Si je publie un article où je dis que la couleur des cheveux détermine le passage à l'acte de prise de drogue ultérieure, c'est complètement con, évidemment. Mais comme tout le monde va citer mon nom pour dire, comme dit l'article complètement débile de Madame Deshton, eh ben, on va parler de moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, mon indissage va être très bon, puisqu'on va beaucoup parler de moi. Alors que le chercheur qui travaille sur comment fonctionne l'aile de l'abeille, et c'est quelque chose de très très important, parce que si les ailes des abeilles ne fonctionnent pas, eh ben, elles ne peuvent pas butiner, et elles meurent, et nous aussi. Mais le chercheur qui travaille sur ça, personne ne va parler de lui, parce que lui, il fait un travail de fond sérieux, mais qui n'est compréhensible que par les initiés. Donc, dans la recherche, ce type d'évaluation est en train de stériliser la recherche, précisément parce que ça favorise les fake recherches, hein, et que ça fait encore plus disparaître les gens qui travaillent sur des choses très très difficiles à comprendre, mais extrêmement importantes. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nos amis québécois? Il y a toutes ces mesures qui sont faites. Et puis après, il y a les résultats, le classement. Résultat du classement, Madame Machin première, Monsieur Bidule deuxième, Madame Machin troisième. Hurlement dans la salle des profs. Hurlement pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est jamais sympa de s'entendre dire « vous n'êtes pas les meilleurs ». Moi, franchement, on me dit « bah non, t'es pas dans les 3 premiers », je serais quand même un peu... voilà. Ensuite, qui sont les 3 premiers? Est-ce que ce sont les profs dont on se dit tous « ouais, c'est des super profs ». Moi, il y en a très vite, hein, vous me dites « c'est qui les 3 meilleurs profs de ton lycée ?» Je pense que comme ça, intuitivement, je vais en dire 3. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on va les classer, mais on connaît les profs qui sont à la fois très investis, à la fois proches des élèves, qui arrivent à faire passer leur truc, voilà. Est-ce que ces profs-là, ce sont ceux qui font le plus de projets, ce sont ceux qui font le plus de rapports, ce sont ceux qui se mettent le plus dans les formations et les machins? Bien sûr que non. C'est ceux qui passent le plus de temps à préparer leur cours et qui s'investissent au maximum dans leur cours et qui sont extrêmement dans l'interaction avec leurs élèves. Résultat des courses, au Québec, les 3 premiers, ce ne sont pas du tout les profs unanimement reconnus. Ce sont même plutôt ceux sur lesquels les collègues ont des doutes. Et ce sont notamment ceux qui passent leur temps à gesticuler. Vous les connaissez, hein? Le chef d'établissement dit qui voudrait se charger du partenariat entre machin et machin, de la collecte. Moi, monsieur, moi. Bon. Ces profs-là sont hyper bons pour gesticuler. Ils ne sont pas du tout hyper bons avec leurs élèves. Ça va pas toujours de pair, pour le moins. Donc, non seulement l'évaluation au mérite, elle ne permet pas de récompenser les enseignants les plus méritants, mais en plus, très souvent, elle se met à récompenser non pas les meilleurs, mais ceux qui gesticulent le plus. Résultat, est-ce que moi je travaille pour l'argent? Est-ce que quand je prépare mes cours, je me dis, si je prépare bien mes cours et que je fais un bon cours, eh ben, je serai mieux payé? Est-ce que non? C'est complètement débile, bien sûr que non. Mais si après, on me dit, bah, t'es classé 37e, quoi. T'es quand même pas terrible comme prof. Je vais finir par me dire, ah ouais, je suis classée 37e. J'ai même pas une chance d'être dans les 3 premiers. Eh ben, on va voir. Peut-être que je vais me mettre à travailler moins. Parce que d'une certaine façon, vous savez, c'est comme les élèves, si on leur dit ils sont mauvais et qu'ils foutent rien, au bout d'un moment, ils vont finir par l'être mauvais. Si on nous dit, vous êtes pas bon, on va finir par se dire, ah ouais, je suis pas bonne. Eh ben, on va voir ça. Si j'arrête complètement de travailler, peut-être que je vais effectivement être pas bonne. Qu'est-ce que ça a encore comme effet délétère? Ça lacère de coups de couteau le tissu du collectif des enseignants. Dans mon établissement, dans mon lycée, c'est un gros lycée, il y a 4 profs de philo. On est 2 vieux et il y a 2 jeunes. Les 2 vieux, on est là depuis longtemps, on a un peu accumulé des trucs. On passe tout ce qu'on peut aux plus jeunes. Ils ont 26 et 28 ans, vous imaginez? C'est
super passionnant, mais c'est épuisant. Ils sont tout le temps en train de courir après le temps, corriger des copies, tout ça. Donc, quand nous, on arrive à faire un truc bien, une disserte avec un bon corrigé, une séquence qui marche bien, ben on leur donne, parce qu'ils en font ce qu'ils veulent, mais ça leur fait un peu voilà, un petit filet de secours. Si un jour ils n'ont pas eu le temps de préparer leur cours, ils peuvent toujours commencer avec le nôtre, et puis après ils adaptent. Sauf que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, parce que j'ai une idée dont j'étais très fière et qui a très bien marché avec les élèves. Mon cours sur la technique, j'ai fait un cours sur est-ce que la technique nous libère de nos limites. Et comme point de départ et d'ancrage de tout le cours, je suis partie du téléphone portable. Parce que s'il y a bien un objet technique avec lequel les jeunes, et nous aussi, on est en contact permanent, avec lesquels il y a un lien affectif qui modifie leur façon de travailler, leurs relations amicales, leurs relations amoureuses, leur conception du monde, etc., c'est cet objet-là. Donc j'ai fait un cours à partir de là, et ça a super bien marché. Et donc j'étais super contente, et j'ai tout de suite envoyé à mes 3 collègues en disant, écoutez, voilà les textes, voilà ma progression, les liens que j'ai fait avec les textes classiques, et faites-en ce que vous voulez. Maintenant, imaginez, si mon salaire, si 30% de mon salaire dépend du fait que mon chef d'établissement, je puisse aller le voir en lui disant, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait, je suis la meilleure prof du monde, j'ai fait une idée géniale, est-ce que je vais continuer à envoyer comme ça, généreusement, mais c'est propre du collectif, est-ce qu'on va continuer à s'entraider si un tiers de notre salaire dépend de notre capacité à montrer qu'on est meilleur que nos voisins? Est-ce que je vais envoyer à ma jeune collègue mon cours sur le téléphone portable en disant, si ça se trouve, elle, quand elle va aller voir le chef, elle va dire que c'est elle qui l'a fait et que, voilà. Peut-être pas. Probablement pas. Donc, à quoi je vais consacrer mon temps? Au lieu de passer du temps à préparer des cours en espérant qu'ils marchent bien et qu'ils soient intéressants, ben je vais passer du temps à faire les choses qui sont comptées. Des réunions, des projets, des formations, des rapports. Toutes choses qui, quand même, c'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui va faire qu'avec les élèves, je vais être une bonne prof. L'effet sur les enseignants, c'est un désinvestissement du travail pédagogique. L'effet sur les élèves, c'est que on va faire ce qu'on appelle un effet tunnel. On va les dresser, eux aussi. On va passer beaucoup de temps, des formes de bachotage un peu. Je vais leur faire apprendre les prénoms des philosophes, les dates de publication des livres, des trucs comme ça, qui n'ont aucun intérêt. Moi, un élève au bac qui peut se tromper, confondre Kant et Platon, ça me contrarie parce que voilà, mais c'est pas grave du tout. Il peut avoir 19 quand même si la copie par ailleurs pense et progresse, etc. Donc, on va inverser le secondaire et l'essentiel. Et donc, le niveau des élèves va s'écrouler parce qu'on va s'arrêter de leur faire travailler l'analyse des notions, la construction du raisonnement, le travail sur les textes, et on va les gaver d'informations totalement superflues, mais qui sont faciles à évaluer. Et donc leur performance va s'améliorer alors que leur niveau va chuter. Il va y avoir un décrochage. Et donc, au lieu d'avoir pour effet une amélioration du niveau des élèves, l'effet c'est une dégradation du niveau des élèves, une dégradation de ma qualité professionnelle, et en plus, une salle des profs où tout le monde s'entretue, se surveille et se dispute. Pire encore, qu'est-ce qui se passe? Je vous lis un petit extrait de la 4e de couverture. En février 2018, le Sunday Times révèle que près de 2300 enseignants britanniques ont été condamnés à une amende ou à une peine de prison pour avoir apporté une aide inappropriée à leurs élèves lors de plusieurs sessions d'un examen prestigieux. C'est un examen pour entrer dans les universités type Oxford, Cambridge, etc. Et donc, 2300 ont été condamnés. Ça vous laisse imaginer le nombre qu'ils ont fait. Tout le monde ne s'est pas fait gauler, évidemment. Donc, pourquoi est-ce que nos collègues britanniques, des profs comme nous, pourquoi ils sont allés aider leurs élèves? Ils ont triché, quoi. Ils ont apporté une aide inappropriée à leurs élèves pendant un concours de ce type-là, un examen de ce type-là. Revenons à ce que j'expliquais. Si vous êtes les élèves, vous passez un examen, et de votre résultat, votre performance à cet examen, dépend mon salaire. Vous avez un sujet qui vous dit peut-on être juste quand les autres ne le sont pas?
Et moi, il y a 3 semaines, j'ai fait avec vous égalité, équité, répartition et tout ça. Mais j'ai pas utilisé, ou j'ai pas beaucoup, le terme de justice. Puis je vois que vous ramez, vous voyez pas le lien, comme souvent les élèves. Et donc je vois que vous êtes en train de vous voter. Pour le moment, si ça m'arrive, et ça a pu m'arriver, ça m'embête, parce que ça m'embête pour les élèves. Et je me dis, bon, bah, tant pis, quoi, ils avaient qu'à réviser un peu plus leur cours, ils auraient déjà vu que c'était dans le chapitre sur la justice quand même. Bon. Mais si maintenant, mon salaire en dépend, et si pire encore, mon boulot en dépend, ben là je vais leur dire, donc ce sujet sur la justice, vous avez bien vu que la justice, c'est la question, est-ce qu'on donne la même chose à tout le monde, ou est-ce qu'on donne à chacun en fonction de ce dont il a besoin, vous rappelez, égalité, équité, franchement, qui d'entre nous ne le ferait pas, quoi? C'est ça qu'ils ont fait, les collègues. Parce que le système britannique, qui est un système de mise en concurrence et de mérite paye au plus haut degré, il évalue les établissements, notamment en fonction des résultats des élèves à ce type d'examen. Quand un établissement a des mauvais résultats, il est d'abord mis sous tutelle pendant 3 ans et sommé de s'améliorer. Améliorer, super, ça marche super bien. Au bout de 3 ans, si les résultats ne s'améliorent pas, il est fermé et tout le monde est viré. Le système britannique le permet, c'est pas une fonction publique comme la nôtre. Donc, si les mauvais élèves que vous êtes en train de rater votre épreuve de philo, et que du coup ça montre à tout le monde que je ne suis pas une bonne prof de philo, eh ben, je vais être virée. Et donc, eh ben, je vais tricher. Ça existe déjà, vous le savez bien. Comment ils font les chefs d'établissement de collège à qui on dit si vous voulez avoir une mutation dans ce beau lycée, vous avez intérêt à améliorer les résultats au brevet de vos élèves? Ben, ils trichent, ils modifient les notes. Mon chef d'établissement, je n'ai pas de nom et ce n'est pas le chef d'établissement actuel, je l'ai vu, moi, tricher. Dans un lycée, le classement d'un... Vous savez, les chefs d'établissement, ils n'ont pas de barème. Ils sont nommés uniquement au bon vouloir du recteur. Et le bon vouloir du recteur, il dépend du fait que le chef d'établissement, il fait ce qu'il veut, le recteur, donc prime à la servilité, et puis qu'il obtient des résultats. Et ces résultats, il a des objectifs qui lui sont assignés pour 3 ans. Et très 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 souvent, dans ces objectifs, il y a améliorer la performance, le résultat au bac et tout ça. Et dans le cas de mon établissement, il y avait améliorer la plus-value. Donc mon établissement est un établissement de ZEP, enseignement ZEP très mixte, très mélangé, à peu près 50% d'enfants de classes défavorisées. Et donc 50%, ça donne un taux attendu de réussite au bac de 75%, je crois. Et donc, dans la lettre de mission de mon chef, il y avait améliorer la plus-value, donc augmenter l'écart. Augmenter l'écart. Comment est-ce qu'on peut augmenter l'écart? Il y a 2 solutions. Soit on met tout en œuvre en disant aux profs et à tout le monde qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, pour que vous travaillez mieux, pour que les élèves réussissent mieux. Ça, c'est la solution intelligente, mais qui prend du temps et qui n'est pas forcément pas 100% de réussite. Sinon, il y a une solution super simple. Comment est-ce qu'on connaît les catégories socio-professionnelles des familles? C'est les familles qui les renseignent sur les fiches quand ils inscrivent leur enfant. Et après, sur ces fiches papier, c'est la secrétaire du proviseur qui rentre dans le logiciel les catégories socio-professionnelles correspondantes. Et mon chef d'établissement précédent, je l'ai entendu dire à la secrétaire, qui me l'a confirmé après, si vous voyez profession médicale, ça peut être des aides-soignantes, donc il faut rentrer catégorie C. Et donc, il lui a donné la consigne de minorer systématiquement. Donc une famille dont on savait que les 2 parents étaient généralistes, leurs 3 enfants scolarisés chez nous, tous les 3 ont été rentrés avec des parents de CSP défavorisés. Et donc, super performance. En 1 an, les CSP moyennes de l'établissement ont chuté de 10%, et donc la plus-value a augmenté mécaniquement de 10%. La prime du chef, non, parce qu'il est trop con. Mais non, mais vous croyez que le recteur, il l'a cru? Qu'en 1 an, il avait fait augmenter de 10%? Donc évidemment, non. Donc il a cru que... Voilà, bref.
Mais pour vous dire que la triche, le principe du salaire au mérite, c'est la triche. On pourra en rediscuter. Hein. Il y a un dernier truc qui est très 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 important. Ça suppose aussi vous dire, vous vous mettrez vraiment au travail si vous avez la perspective d'un gain financier. Encore une fois, c'est complètement débile. Vous ne seriez pas prof, vous ne seriez pas insti, vous ne seriez pas agent de Pôle emploi ou agent territorial si ce qui vous motivait, c'était l'argent. Et ensuite, ça suppose que pour le moment, vous travaillez tranquille. Vous en avez sous le pied. Si je vous dis, je vous promets une prime, et maintenant, allez-y, mettez-vous vraiment au travail. C'est dégueulasse, quoi. Ça veut dire que pour le moment, on pense que je me tourne les pouces et que je peux faire vachement mieux. Mais non, quoi. Moi, je ne peux pas faire vachement mieux. Je fais ce que je peux, déjà, au maximum. Est-ce qu'une infirmière, elle attend qu'on lui dise, on vous promet une prime, et là, elle se dit, ah ouais, je vais faire un beau pansement et je vais bien soigner ce patient. Heureusement non, parce que sinon, on serait bien mal tous autant que nous. Donc, c'est une méconnaissance des métiers de service public, justement. C'est que ce qui nous motive dans nos métiers, c'est bien souvent le fait de bien faire notre travail. Et donc, quand un élève me pose une question, je ne vais pas hésiter à lui donner un bon exemple qui l'aidera à comprendre en disant « Ah ben non, j'attends d'avoir une prime pour lui donner. » Enfin, c'est totalement absurde. De toute façon, si on ne fait pas un bon cours ou si on ne fait pas bien son travail, on le paye cash. Si moi je ne travaille pas bien, je ne prépare pas bien mes cours, mes oiseaux m'explosent en vol. Et puis, de toute façon, comme quasiment tout le monde, on est content si on fait bien son travail et on est mécontent si on ne fait pas bien son travail. Quand je sors de cours et que ça n'a pas bien marché, je ne suis pas contente et ça me contrarie. Et je réfléchis pour savoir comment faire mieux. Oh là, pardon. Bon, on discutera cet après-midi, c'est pas très bien. Je vais finir du coup et continuer. Et puis les questions, vous les notez bien et on y répondra cet après-midi. Je me suis emballée. Résultat au Québec. Première année, super succès, plein de candidats et de très bons candidats. Deuxième année, évaluation, classement, tout le monde crie. Troisième année, 3 autres sont les 3 premiers, c'est plus les mêmes. Vous imaginez l'état de ceux qui l'année d'avant avaient 700 € de plus par mois et qui là se retrouvent avec la somme d'avant. On s'habitue vite à gagner plus d'argent. Ils disent « Ah ouais, avant j'étais bon et maintenant je suis pas bon. » Dernière année, 5e année, on constate que le niveau des élèves chute, puisqu'ils sont dans un système de bachotage. La motivation des collègues en chute libre aussi, ils s'entraident plus, ils s'aiment plus, et leurs cours sont moins bons. Les étudiants qui ont passé le concours et qui l'ont eu, la moitié ont déjà démissionné. Parce qu'ils sont venus à ce boulot, en fait, en se disant « Ouais, je vais gagner plus, et c'est un boulot sympa, parce qu'il y a un collectif, parce qu'il y a un truc d'entraide. » Ils n'ont pour la plupart pas été dans les 10%, parce qu'encore une fois 10% c'est pas beaucoup, et puis quand on commence c'est quand même rare qu'on soit dans les meilleurs malgré tout. Et puis, en plus, il n'y a pas de solidarité, personne les aide, donc ils sont dégoûtés, ils s'en vont. Et puis, dans ceux qui sont profs depuis longtemps, la plupart se disent « Je ne sais pas si je vais rester, continuer à faire ce boulot, ça n'a plus aucun sens. » Et la durée de vie, le temps qu'un prof reste prof au Québec, est passé de, je crois que c'était 17 ans, à 9 ans. C'est-à-dire que les gens, ils sont dégoûtés, quoi. Ils n'ont plus de sens et donc ils démissionnent et ils font autre chose. Donc, échec complet. 10 ans plus tard, le Québec est passé à un système complètement différent, qui ressemble un peu à celui qu'on a, un système où l'ancienneté est conjuguée à des moments où on peut un peu accélérer sa carrière à certains moments, avec des visites comme le rendez-vous professionnel, quoi. Un petit peu ce système-là. Et la situation est revenue un peu normale. Donc, je vous ai détaillé un peu longuement cet exemple parce que je le trouve extrêmement parlant. On voit en fait tous les effets néfastes d'un truc qui au départ, on se dit tous, après tout, pourquoi pas, je suis un bon prof, ce serait pas mal qu'on voit la différence entre moi qui travaille et ceux qui ne travaillent pas. Sauf que c'est évidemment pas du tout comme ça que ça marche. Et que les bons profs, ils ne sont pas distingués par ce système-là. Et que ce système-là, tout ce qu'il réussit à faire et tout ce qu'il veut faire, c'est nous isoler, nous mettre en concurrence, nous affaiblir et nous faire entrer dans la soumission. Parce que dans un système comme ça, les gens, ils vont être au doigt et à l'œil. Le chef va dire « je veux ça », tout le monde va dire « oui, moi », puisque une part importante du salaire et éventuellement du travail va en dépendre.
Pour finir dans le temps qui ne m'était pas imparti, puisque je l'ai déjà exposé, mais quelques petits points, et ça ouvrira sur ce qu'on va faire cet après-midi. Donc, on reconnaît le nouveau management public, je vous l'ai dit, à la novlangue, au fait qu'il détourne les mots de leur sens, au fait qu'il part tout en déficience, c'est-à-dire de rapport coût-efficacité, au fait qu'il évalue, qu'il c'est un obsédé de l'évaluation immédiate, quantitative et chiffrée. Parce que l'évaluation, elle peut aussi être à plus long terme. Moi, je veux bien qu'on m'évalue sur quel genre d'adultes sont devenus mes élèves 10 ans après. Quel rôle joue la philo dans leur vie. Ça m'intéresse. Mais c'est évidemment pas ça qui est en jeu. On est dans un système de objectifs, évaluation, bilan, sanction. Donc, vraiment, comme dans le privé, encore une fois. On est dans une négation du travail. On dit aux gens ce qu'ils doivent faire et on nie ce qu'ils savent faire. On est dans un système qui essaye de leur voler du temps, parce que le temps c'est la liberté, le temps c'est l'intime, donc qui essaye de les vampiriser. Et puis on est dans un système où on essaie de les isoler et de les mettre en concurrence en permanence. Le résultat, c'est que les gens sont seuls, d'une part, et que on peut se prendre au jeu et se dire que l'évaluation mérite, c'est un moyen d'être reconnu pour soi-même. Et donc, on va aller voir gaiement son chef en disant, il va bien voir que je suis un super prof. Sauf que, en général, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est plutôt, on va vous dire, alors, vous n'avez pas fait ça, et vous devriez faire ça, et pourquoi vous ne faites pas ça? Et tout ce qui ne va pas, on va en être rendu coupable. Vous n'avez pas fait ça, et pourquoi vous n'avez pas fait telle formation? Et ce qui apparaît dans ces systèmes-là, c'est que, notamment dans nos métiers qui sont des métiers de service au public, on va nous faire culpabiliser. On va nous dire, mais vous n'êtes pas bon, Vous croyez avoir de l'expérience, vous croyez savoir ce qu'il faut faire, mais pas du tout. Vous savez que le ministre a créé un conseil scientifique de l'éducation, dont Stanislas Dehaene est le président, et dont Franck Ramus est un des membres éminents, donc un spécialiste des neurosciences. Franck Ramus est allé faire une formation aux professeurs des écoles de l'Académie de Créteil. La première phrase qu'il leur a dite, c'est « Enseignants, ne vous faites pas confiance ». Je trouve ça génial. Pendant que son ministre est en train de faire un truc qui s'appelle l'école de la confiance. Mais l'école de la confiance, c'est pas pour nous la confiance. Donc, enseignants, ne vous faites pas confiance. Et il leur explique qu'ils croient avoir de l'expérience, ils croient savoir apprendre à lire aux enfants. Mais non, ils se trompent. Depuis le début, ils se trompent. Maintenant, les neurosciences nous ont donné des résultats. Le cerveau d'un enfant, c'est comme ça, et on sait ce qu'il faut faire pour les faire apprendre à lire, écrire, compter, etc. Oubliez tout ce que vous croyez savoir et faites ce qu'on vous dit de faire. C'est d'une violence inouïe, et c'est une façon de transformer des gens qui ont de l'expérience, qui ont des qualités et qui ont des compétences, en des éternels apprentis, de précariser des gens qui, pourtant, sont de très bons professionnels. Pour finir, j'ai 2 minutes, donc je vais parler très vite. Comment est-ce qu'on résiste à ce nouveau management public? Non, on en reparlera évidemment cet après-midi. On réfléchit, on résiste en ne rentrant pas dans le jeu. On résiste en arrêtant de tourner, on résiste en refusant d'être individualisé et isolé, en disant nous au lieu de dire je, en disant l'enseignement c'est pas moi toute seule, c'est un collectif. Je ne suis pas coupable de ce qui se passe pas bien, ce qui est le responsable de ce qui se passe pas bien, par exemple, c'est une organisation du travail destructrice. On vole du temps, on arrête de se laisser asphyxier, de se laisser exploiter. On vient en stage de formation, bravo. On vole du temps, on lit, on s'arrête de remplir des indicateurs à la con et de répondre à des mails à minuit ou le dimanche après-midi. On résiste à ça aussi. On pratique la déconnexion. On pratique le dressage de ses chefs, on ne leur donne pas ce qu'ils veulent tout de suite, on les fait attendre et parfois on leur donne pas ce qu'ils veulent. Et on s'ancre sur nos racines, c'est-à-dire nos qualités professionnelles, notre expertise professionnelle. Personne ne sait mieux que vous ce que vous faites et personne ne sait mieux que vous ce qu'il faut faire. Et faites-vous confiance et soyez fiers des métiers que vous faites et des métiers que vous savez faire. Et vraiment,
crevons la bulle et l'orgueil et l'arrogance de ceux qui prétendent nous apprendre un métier qu'ils n'ont en général jamais pratiqué. Merci mille fois. Et pardon.